traqué pour la dette de 300 000 $ de mon frère. J'étais complètement piégé. Tu nous dois ta vie pathétique. Paix, siffla ma mère, son visage tordu par un venin que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai refusé de renoncer à tout ce que j'avais construit. Alors, par vengeance, ils sont entrés par effraction avec des masses pour réduire ma maison en ruines absolues. Mais l'appel désespéré au 911 qui les a démasqués, depuis l'arrière d'une voiture de police, a révélé mon piège brutal. L'appel qui m'a réveillé à 2 heures du matin n'était que le début de leur chute finale. L'écran de mon téléphone brillait dans l'obscurité totale de ma chambre. C'était un numéro inconnu. Mon cœur a immédiatement menacé de sortir de ma poitrine, avant même que je ne glisse le doigt pour répondre. « Allô » ai-je marmonné, ma voix pâteuse et lourde de sommeil. Une voix d'homme, calme, officielle et totalement dénuée d'émotion, a percé le silence de la pièce. « Est-ce bien Weston ?»« Oui » ai-je dit, en me redressant alors qu'une étrange froideur m'envahissait. « Qui est-ce » ? C'est l'agent Ramirez, du département de police de Lakewood. Je vous appelle au sujet de vos parents, Harland et Deline, et de votre frère, Lurin. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Lakewood était ma ville natale, à des centaines de kilomètres de là où je me trouvais. Je ne leur avais pas adressé un seul mot en 5 ans. Pas un texto, pas une carte de vœux. Un silence absolu. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Vont-ils bien ? Ai-je demandé. La question avait un goût de vieille rouille dans ma bouche. C'était un réflexe, un stupide instinct ancré que je pensais avoir tué depuis longtemps. Ils sont physiquement indemnes, monsieur, a dit l'agent Ramirez, sont-on toujours aussi impassibles, mais ils ont été placés en garde à vue. Ils ont été appréhendés il y a 1 heure pour délit d'effraction et destruction massive de propriété. Je me suis pincé l'arête du nez, fermant les yeux avec force, essayant de traiter ces mots. Effraction. Mes parents avaient la 60aine. Mon père avait mal au genou. Ma mère passait ses journées à se plaindre de son dos. Et mon frère Lurin était un bambin surdimensionné et gâté, pas un criminel endurci. Je ne comprends pas, ai-je balbutié. Où est-ce que cela s'est produit ? Et puis l'agent a prononcé les mots qui ont envoyé un frisson violent le long de toute ma colonne vertébrale. Au 114 Willow Creek Drive. Ils ont insisté sur le fait que c'était la maison de leur fils, mais la propriétaire actuelle, une certaine Madame Cresa, dit qu'elle ne les a jamais vus de sa vie. C'est elle qui a appelé le 911 quand ils ont commencé à saccager le salon. 114 Willow Creek Drive. Ma maison. Ou du moins, c'était ma maison. Une étrange sensation de froid m'a envahi. Ce n'était pas de l'effroi. Ce n'était pas de la peur. C'était tout autre chose. Quelque chose de tranchant, de clair, et de terriblement final. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon nouvel appartement, regardant les lumières scintillantes de la ville qui était censée être ma grande évasion. « Êtes-vous toujours là, monsieur » a demandé l'agent. « Je suis là » ai-je dit, ma voix maintenant parfaitement stable. Le sommeil avait entièrement disparu. « Je pense que vous feriez mieux de tout me raconter. » Il l'a fait. Et pendant qu'il parlait, la vie paisible que j'avais si durement lutté pour construire au cours des 5 dernières années s'est effondrée autour de moi. Mais ce que ma famille toxique ne savait pas, c'est que lorsqu'ils ont essayé de réduire mon monde en cendres, ils avaient allumé l'allumette dans la mauvaise maison. Et ce n'était pas moi qui allais me brûler. Avant de vous raconter le moment glorieux et fracassant où ils ont réalisé leur erreur monumentale depuis l'intérieur d'une cellule de prison glaciale, faites-moi une énorme faveur et dites-moi de quelle ville vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire aide à diffuser cette histoire auprès de plus de personnes qui pourraient être aux prises avec leur propre famille toxique. Merci beaucoup. Pour comprendre exactement comment mon père vieillissant s'est retrouvé avec une masse entre les mains, il faut remonter 5 ans en arrière. J'avais 29 ans, et je travaillais comme chef de projet junior pour une société de logiciels. Depuis la fin de mes études, j'avais vécu exactement comme un moine. Je conduisais une vieille Honda de 15 ans qui faisait un bruit de cliquetis terrifiant dès que je dépassais les 65 km/h. Je préparais mon déjeuner chaque jour. Ma grande idée d'une sortie était de louer un film numérique au lieu d'aller au cinéma. J'ai fait tout cela pour une seule et unique raison, un acompte pour ma propre maison. Et j'avais enfin réussi. 150 000 $ dormaient sur mon compte épargne. C'était la plus grande fierté de toute ma vie. Ce samedi-là,
Je me suis rendu chez mes parents pour notre dîner de famille traditionnel. Le relevé de compte numérique sur mon téléphone me brûlait littéralement la poche. J'avais hâte de voir leur visage quand je leur annoncerais que j'allais enfin acheter une maison. La maison sentait le rôti de bœuf, exactement comme toujours le week-end. Ma mère, Deline, m'a offert une faible étreinte à la porte. Son sourire était crispé, mais ses yeux passaient déjà par-dessus mon épaule, cherchant désespérément la véritable star du spectacle. Mon père, Arland, m'a donné une poignée de main rigide et une lourde tape dans le dos. Puis il y avait l'Ursin, mon jeune frère. Il se tenait au centre du salon avec sa femme, Brian. L'Ursin vibrait littéralement d'une excitation frénétique et imméritée. C'était l'enfant prodige. Il avait le sourire charmant, la coupe de cheveux coûteuse et un immense cimetière de plans foireux pour devenir riche que mes parents avaient joyeusement financé. Ils avaient dilapidé la quasi-totalité de leur fonds de retraite pour ces 2 dernières start-up révolutionnaires. Brian s'accrochait à son bras, le regardant avec de grands yeux innocents, comme s'il venait de guérir une maladie grave. Grande nouvelle, tout le monde, annonça l'Urin avant même que j'aie pu enlever ma veste. Nous nous sommes tous assis à table. J'ai décidé de ravaler ma fierté et de laisser l'Urin avoir son précieux moment d'abord. Il a déroulé une série de brochures glacées et coûteuses directement sur les assiettes. De la farine de grillon bio pressée à froid pour des mélanges de café de qualité supérieure, a-t-il dit, les yeux fous de passion. C'est l'avenir des protéines durables. Les marges sont démentes. Nous avons juste besoin d'un petit capital de départ pour sécuriser les droits de distribution internationaux. 150 000 $, pour être exact. Le chiffre est resté en suspens, aspirant instantanément tout l'oxygène de la salle à manger. Mais 150 000 $. J'ai senti un œuf froid et lourd se former au creux de mon estomac. Tout le monde a lentement tourné la tête pour me regarder directement. Ce n'était pas une question polie. C'était une attente ferme. Brie a pris sa voix la plus douce, la plus maladivement sincère. Weston, nous savons tous à quel point tu réussis dans cette entreprise de technologie. Tu es si incroyablement doué avec l'argent. L'Ursin et moi, eh bien, nous sommes les rêveurs créatifs. Tu es le roc qui peut faire de ses rêves une réalité. J'ai regardé le sourire suffisant et plein d'attente de l'Urin, les yeux suppliants de ma mère, puis le visage sévère et exigeant de mon père. Ma propre nouvelle, mon propre rêve d'une maison, avait le goût de cendre amère dans ma bouche. Il ne m'avait même pas demandé comment s'était passée ma semaine. L'Ursin, ai-je commencé, en choisissant chaque mot avec soin. Ta dernière idée était une application pour noter les toilettes publiques. Celle d'avant était une marque d'eau de luxe pour chat. Les deux ont coûté à maman et papa près de 50 000 $ chacune. Le visage de l'Urin s'est immédiatement transformé en une moue pathétique. C'est différent, a-t-il gémi. C'est une affaire sûre. Il n'existe pas d'affaire sûre, ai-je dit, ma voix se faisant plus ferme. Et c'est l'argent pour ma maison. J'économise depuis 7 ans. J'ai sauté des vacances. J'ai mangé des ramans. Je ne vais pas le donner. Mon père s'est raclé la gorge. Le son était comme du gravier broyé dans un mixeur. Il a abattu son poing lourd sur la table, faisant sauter les couverts. Tu dois tout à cette famille, rugit Arland, son visage prenant une teinte violette dangereuse. Nous t'avons élevé. Nous t'avons mis un toit sur la tête. Donne cet argent à ton frère, tout de suite. Ou ne m'appelle plus jamais papa. Je suis resté assis là, dans un silence total, abasourdi. C'était ça. Le test ultime de loyauté. Le prix d'entrée dans cette famille était le sacrifice complet et total de mon propre avenir. J'ai regardé Brian, qui cachait un petit sourire victorieux derrière sa serviette. J'ai regardé ma mère, qui faisait déjà semblant de pleurer. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est simplement brisé. La partie de moi qui désirait leur approbation est morte là, à cette table. Gardez votre titre, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Je me suis levé, je suis sorti par la porte d'entrée et je suis parti dans ma Honda qui cliquetait. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai acheté ma maison et j'ai commencé mes 5 années de paix totale. Mais la paix n'était que temporaire. Pendant 5 années entières, ma vie a été d'un calme magnifique. Ma maison sur Willow Creek Drive est devenue mon sanctuaire ultime. Ma carrière a grimpé en flèche, car je n'étais plus épuisé émotionnellement par des drames familiaux constants.
Et j'ai rencontré Alohan. C'était une brillante neurochirurgienne, vive, indépendante et farouchement encourageante. Elle a été la première personne dans ma vie qui m'a vraiment écouté. Nous avons construit un partenariat magnifique. Les fantômes de ma famille toxique se sont estompés à l'arrière-plan. Puis, un mardi ordinaire, un fantôme a tendu la main et m'a saisi à la gorge. C'était un email dans mon dossier de courrier indésirable. L'objet a instantanément glacé mon sang. Urgent, vie ou mort. C'était de ma mère, Deline. Mon tout premier instinct a été de le supprimer, de l'envoyer dans l'abîme numérique où il appartenait. Mais ces mots, vie ou mort, rongeaient ma conscience. Et si Erland avait eu une crise cardiaque? Malgré tout, une petite parcelle de devoir agaçante subsistait. Je l'ai ouvert. Weston, je sais que nous n'avons pas parlé, mais je t'en supplie à genoux. C'est à propos de l'urin. S'il te plaît, retrouve-nous au vieux dîner sur Elm Street ce samedi. Écoute-nous, c'est tout ce que je demande. Maman. J'ai agonisé pendant 2 jours. Alohan m'a dit que ça ressemblait exactement à un piège, et elle avait toujours raison. Mais je devais savoir. J'ai conduit 4 heures pour retourner dans ma ville natale. Le dîner sentait exactement la même chose, un mélange de café éventé et de vieille graisse. Ils étaient déjà là, entassés dans une banquette collante au fond. Mes parents avaient l'air beaucoup plus vieux et fatigués. L'urin semblait complètement terrifié, sa jambe sautillant nerveusement. Brie était notablement absente. La conversation de politesse fut douloureusement maladroite jusqu'à ce que ma mère me saisisse la main par-dessus la table. Weston, murmura-t-elle, des larmes coulant déjà sur ses joues. Nous ne t'aurions jamais dérangé si ce n'était pas la pire chose imaginable. L'histoire a déferlé dans un désordre frénétique. L'urin, dans son infinie et brillante sagesse, avait lancé une entreprise de crypto-monnaie. Il avait beaucoup emprunté, et pas à une banque. Il avait emprunté à un syndicat clandestin. Combien, ai-je demandé, ma voix complètement plate et morte. 300 000 $, marmonna mon père en fixant sa tasse de café. J'ai senti une vague de rire étourdissant et hystérique monter dans ma poitrine. Mais je l'ai ravalé. C'était toujours plus. Les chiffres ne cessaient de grossir. Et ils le veulent pour la fin du mois, gémit l'urin, regardant par-dessus son épaule comme si un tueur à gages allait entrer dans le dîner. Ils savent où nous vivons. Ils ont dit qu'ils allaient me casser les jambes. C'était la grande urgence de vie ou de mort. Pas une crise médicale, juste un autre des échecs financiers catastrophiques de l'urin. Et puis est venu le moment que je savais imminent depuis la seconde où j'avais ouvert cet email. Deline m'a regardé droit dans les yeux, essuyant ses fausses larmes. Tu dois vendre ta maison, Weston. La valeur nette que tu as dessus couvrira la dette. Tu dois sauver la vie de ton frère. Je les ai juste regardés. Après 5 ans de silence absolu, 5 ans où ils ne savaient même pas si j'étais vivant ou mort, leur grand plan de réunion consistait à exiger que je liquide mon unique et plus grand bien pour renflouer l'enfant prodige. Non, ai-je dit. Le mot est tombé dans le silence du dîner comme une lourde brique. Quoi, haleta ma mère. Je me suis levé. J'ai dit non. Tu as creusé cet énorme trou, l'urin. Tu peux trouver comment en sortir. Vends ta voiture chère. Prends 3 emplois. Ma maison n'est pas un pansement pour ta stupidité. J'ai jeté un billet de 20 $ sur la table et je suis sorti. Je pensais que c'était fini, mais je venais de déclencher une guerre psychologique. Le harcèlement a commencé dès le lendemain matin. C'était implacable et profondément dérangeant. Cela a commencé par des appels téléphoniques, des dizaines d'entre eux. Des messages vocaux de Deline sanglotant hystériquement, m'accusant d'assassiner mon propre frère. Des messages vocaux de Erland hurlant des obscénités, me traitant de monstre égoïste. J'ai bloqué leur numéro immédiatement, mais ils ont simplement utilisé des téléphones prépayés. Puis ils sont passés à l'intimidation physique. Une semaine plus tard, un dimanche après-midi tranquille, une berline sombre s'est garée de l'autre côté de la rue, en face de ma maison. C'était eux. Ils sont restés assis là, le moteur tournant, pendant 4 heures entières, à fixer ma porte d'entrée. C'était un message clair et terrifiant. Nous savons exactement où tu dors. Quelques nuits plus tard, je dînais quand quelqu'un a commencé à frapper violemment à ma porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu le visage rouge de rage de mon père.
Il martelait le bois de ses poings lourds. Ouvre cette porte, lâche, a-t-il hurlé dans la nuit. Tu laisses mourir ton propre sang. J'ai appelé la police, mais le temps qu'une voiture de patrouille arrive dans la rue, ils avaient disparu dans la nuit. Le cauchemar a rapidement déteint sur ma vie professionnelle. J'étais en lice pour une promotion majeure au travail. Un après-midi, mon plus grand rival pour le poste, un type nommé Gideon, s'est penché par-dessus la cloison de mon box avec un énorme sourire moqueur. « Eh, Weston » a dit Gideon assez fort pour que tout le département l'entende. « Je viens de te transférer un appel vraiment bizarre. Un type qui prétend être ton père. Il avait l'air complètement déséquilibré. Il a dit que tu volais de l'argent à la famille. Tu devrais peut-être gérer tes drames personnels avant la grande évaluation de la semaine prochaine. » Mon estomac s'est noué. Ils essayaient de détruire ma carrière pour me forcer la main. La goutte d'eau finale, le moment qui a brisé mon cœur et ma patience, fut l'appel de mon oncle Terren. Terren était le jeune frère de mon père. Il avait toujours été l'oncle cool, celui qui me donnait un dessert supplémentaire en douce et qui m'écoutait vraiment quand je parlais d'ordinateur. Quand son nom est apparu sur mon téléphone, j'ai répondu, désespéré d'entendre une voix de la raison. « Weston, mon grand » a-t-il dit, sa voix suintant une fausse inquiétude. J'ai entendu parler de la situation terrible avec l'urin. C'est une catastrophe totale. Oui, c'en est une, ai-je soupiré en me frottant les tempes. Écoute, a-t-il continué. Je sais que Harland et Deline gèrent ça très mal. Mais Weston, ces types de la pègre ne rigolent pas, l'urin est en grave danger physique. Tu devrais vraiment envisager de vendre cette maison. La famille doit rester soudée. Entre toi et moi, j'ai même investi 50 000 $ dans le projet de crypto de l'urin moi-même. J'ai beaucoup à perdre dans cette affaire. Nous avons juste besoin de liquider ta maison pour que tout le monde soit payé et que ce cauchemar se termine. J'ai arrêté de respirer. Le monde autour de moi semblait s'être immobilisé. J'ai même investi 50 000 $ moi-même. Cette seule phrase m'a frappé comme un train de marchandises en fuite. Ce n'était pas un oncle inquiet qui appelait pour prendre des nouvelles de son neveu. C'était un créancier désespéré. Terren était l'une des personnes à qui l'Ursin devait de l'argent. Il n'essayait pas de sauver la vie de l'Urin. Il essayait de sauver son propre mauvais investissement. Il utilisait notre lien d'enfance pour me manipuler émotionnellement afin que je le rembourse. Le sentiment de trahison profonde et écœurante était suffocant. Il n'était pas un havre de paix. Il n'était qu'un autre requin tournant dans les eaux sanglantes. J'ai raccroché sans dire un mot de plus. J'étais entièrement seul, et j'étais complètement acculé. Cette nuit-là, ma maison ne ressemblait plus à un sanctuaire. Elle ressemblait à une cellule de prison magnifiquement décorée. Chaque fois que le vent faisait bruisser les buissons devant ma fenêtre, mon cœur martelait contre mes côtes. J'attendais sans cesse d'entendre le bruit des poings de Harland sur la porte ou le fracas d'une brique à travers la fenêtre. Ils avaient transformé mon espace sûr en zone de guerre. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas manger. Je sombrais dans un trou sombre et paranoïaque. À 3 heures du matin, je me suis assis sur le bord de mon lit, complètement brisé, et j'ai composé le numéro d'Alohan. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix ensommeillée, mais instantanément alerte quand elle a entendu ma respiration tremblante. « Weston, qu'est-ce qui ne va pas » a-t-elle demandé. « Il n'arrête pas » ai-je murmuré, les larmes brûlant enfin le bord de mes yeux. J'ai tout déballé. Le harcèlement, les cris à la porte, Gideon m'humiliant au travail, et la trahison absolue de l'oncle Terren. Je ne peux pas vivre comme ça, Alohan. Ils vont ruiner ma carrière et mon esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'attendais à ce qu'elle me dise d'appeler à nouveau la police ou d'obtenir une ordonnance restrictive. Au lieu de cela, sa voix est parvenue à travers le haut-parleur, cristalline et farouchement protectrice. Weston, écoute-moi très attentivement. Il ne te voit pas comme un fils, un neveu ou un frère. Il te voit comme un distributeur automatique de billets ambulants. Tu es leur bouc émissaire désigné. Tu ne peux pas raisonner avec une meute de loups affamés. Alors, que dois-je faire, ai-je demandé, ma voix se brisant. Tu disparais, a-t-elle dit doucement. Tu vends cette maison. Tu fais tes valises. Tu acceptes la promotion qu'ils t'ont offerte à la nouvelle agence à Austin, et tu emménages avec moi. Nous coupons les ponts avec eux de façon permanente. L'entendre le dire à voix haute,
c'était comme si quelqu'un venait d'ouvrir à coups de pied une porte verrouillée dans mon esprit, laissant entrer un air frais. Elle avait entièrement raison. Je ne pouvais pas contrôler leur comportement toxique et insensé. Mais je pouvais absolument contrôler ma propre géographie. Je vais la vendre, ai-je dit, le plan prenant rapidement forme dans mon cerveau épuisé. Mais je dois le faire dans le plus grand silence. S'ils découvrent que la maison est sur le marché, Harland se pointera pendant une visite et se mettra à crier. Ils saboteront la vente. Alors nous le ferons dans l'ombre, a dit Alohan, son cerveau clinique de résolution de problèmes prenant le dessus. Trouve un agent immobilier privé. Vends-la hors marché. Acheteur au comptant uniquement. Tu acceptes une légère perte sur le prix pour garantir une vitesse et une discrétion absolue. Une vague de soulagement intense m'a envahi. Ce n'était pas un acte de défaite lâche. C'était une retraite hautement stratégique. J'allais couper la toute dernière ancre qui me liait à leur navire en perdition. Qu'ils martèlent la lourde porte en chaîne. Qu'ils crient dans la rue vide. Très bientôt, ce ne serait plus ma porte. J'ai enfin fermé les yeux et dormi, rêvant de la vengeance brutale et silencieuse que j'étais sur le point d'exécuter. Le lendemain matin, j'ai passé l'appel le plus important de ma vie. J'ai trouvé une agente immobilière très bien notée et agressive nommée Sabine, et je lui ai expliqué ma situation bizarre. J'ai été brutalement honnête avec elle. Je dois vendre cette propriété aussi vite que possible, avec un maximum de discrétion. Je la mettrai en vente à 5% en dessous de la valeur du marché pour attirer un acheteur au comptant. Mes conditions absolues sont, pas d'annonce publique sur Internet, pas de photos en ligne, et absolument aucun panneau à vendre sur ma pelouse. Cette transaction doit rester complètement secrète. Sabine était très intriguée. C'est très inhabituel, dit-elle, son clavier cliquetant en arrière-plan. Mais ce n'est pas impossible. J'ai justement une cliente qui recherche exactement ce genre de quartier calme. C'est une acheteuse au comptant. En 4 jours, Sabine l'a amenée pour une seule visite, strictement privée. Son nom était Madame Kreza. C'était une veuve de 78 ans, élégamment vêtue, avec des yeux vifs et intelligents qui ne manquaient absolument rien. Elle a parcouru les pièces, passant sa main sur les comptoirs coûteux que j'avais installés. Elle a adoré le jardin. Elle a adoré la lumière naturelle. Cette maison a une énergie très paisible, a dit doucement Madame Kreza. Je la veux. Elle a fait une offre au comptant le même après-midi. Je l'ai acceptée sans la moindre hésitation. L'argent a été versé sur le compte séquestré. Nous nous sommes mis d'accord sur une période de clôture hyper rapide de 21 jours. Pendant ces 3 semaines, le silence de ma famille a été assourdissant. Je savais qu'il préparait quelque chose de toxique, attendant juste que je craque sous la pression. J'ai discrètement soumis ma demande de transfert à mon patron, assurant mon déménagement à l'agence d'Austin. J'ai emballé toute ma vie dans de lourds cartons à la faveur de l'obscurité, les chargeant dans un camion de location garé dans mon jardin. Le dernier jour, alors que je faisais ma dernière inspection de la maison vide, j'ai pris une décision très calculée et brillante. J'ai laissé des choses spécifiques dans le garage. J'ai laissé une tondeuse à gazon cassée près de la fenêtre. J'ai laissé plusieurs pots de peinture bleu vif à moitié vides sur une étagère. J'ai laissé une pile de vieux courriers sur le comptoir de la cuisine. De l'extérieur, en regardant par les fenêtres, cela créait une illusion d'optique parfaite. On aurait dit que j'y vivais encore. On aurait dit que la maison était toujours la mienne. C'était un petit détail trompeur, mais mon instinct me hurlait que c'était nécessaire. J'ai remis les lourdes clés en laiton à Sabine, je suis monté dans mon camion et j'ai quitté ma ville natale pour la toute dernière fois. J'ai bloqué tous les membres de ma famille sur toutes les plateformes. Je me suis volatilisé. Je pensais m'être simplement échappé. Mais pendant que je partais, Briani, ma belle-sœur manipulatrice, murmurait du poison à l'oreille de ma mère. Elle se préparait pour une guerre que j'avais déjà abandonnée. Si vous appréciez cette histoire d'évasion ultime et de vengeance silencieuse, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à. Et maintenant, mettez la vidéo en pause et écrivez le nom de la ville où vous vivez dans les commentaires. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin du courage de s'éloigner des situations toxiques. Merci beaucoup pour votre soutien. Passons maintenant au moment incroyable où ils ont apporté des masses à un combat au pistolet. Pendant les 2 premières semaines à Austin, j'ai vécu dans un état de limbe absolument bienheureux. Alohan et moi étions occupés à déballer des cartons,
à installer notre nouvel appartement et à explorer cette ville dynamique. J'avais jeté ma vieille carte SIM dans le broyeur d'évier et acheté un téléphone entièrement neuf. J'ai érigé une forteresse numérique impénétrable autour de ma nouvelle vie. Pour ma famille, ma disparition soudaine et mon silence total devaient les rendre complètement fous. Pour eux, mon silence n'était pas une limite saine. Pour une famille de narcissiques, le silence est le défi ultime. C'est un acte de défiance suprême. C'était moi, le fils ingrat et horrible, ignorant de manière flagrante leur désespoir juste et dramatique. Plus tard, je reconstituerai exactement ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines grâce à un cousin éloigné qui avait encore quelques vagues relations de commérage avec mes parents. Mon cousin m'a appelé un soir, la voix basse et frénétique, me racontant la folie absolue qui s'était déchaînée après ma disparition. Il m'a dit que la pression à l'intérieur de la maison de mes parents atteignait un point d'ébullition. Lurin était en pleine crise de nerfs, faisant les 100 pas, se rongeant les ongles et se plaignant que sa vie était officiellement terminée. Mon père, Harland, agissait comme un animal enragé en cage, claquant les portes et maudissant mon nom à quiconque voulait l'entendre. Ils dirigeaient tous leur rage immonde et purulente entièrement contre moi. C'est moi qui avais la maison de valeur. C'est moi qui avais la carrière stable. J'étais le méchant qui gardait la clé en or de leur salut. Selon mon cousin, c'est Briani, ma belle-sœur silencieuse, manipulatrice et faussement larmoyante, qui a planté la dernière graine, incroyablement venimeuse. La femme de mon cousin avait surpris une conversation entre Briani et ma mère dans leur cuisine. La voix de Bri était un mélange écœurant et sirupeux de fausse sympathie et de ruse calculée. « Je suis si terrifié pour Lurin, Deline », avait murmuré Bri en versant une tasse de thé. « Mais je suis aussi incroyablement blessé par Weston. Et s'il vendait simplement cette belle maison et s'enfuyait avec tout l'argent ? Je veux dire, si nous ne pouvons pas avoir cet argent pour sauver la vie de Lurin, il ne devrait pas pouvoir l'avoir non plus. Ce ne serait tout simplement pas juste. Quelqu'un pourrait se mettre assez en colère pour faire quelque chose de radical. Quelqu'un pourrait s'assurer que cette maison soit absolument, complètement invendable. Tu sais, pour lui donner une leçon sur la loyauté familiale. Elle n'a pas eu besoin de le dire explicitement. L'implication vicieuse était limpide, flottant dans l'air stagnant de cette cuisine comme une épaisse fumée toxique. S'il ne pouvait pas obtenir l'argent de ma maison, il s'assurerait que je ne puisse pas en tirer un seul centime non plus. Il la détruirait. C'était une stratégie d'autodestruction nucléaire pure et méchante. C'était l'acte désespéré final d'une famille toxique qui avait complètement oublié comment construire quoi que ce soit de réussi et ne savait que démolir. Dans leur rage aveugle et dévorante, Harland et Deline ont avidement avalé le poison de Bri. Ils se sont convaincus que détruire ma propriété n'était pas un crime horrible, mais un acte juste de discipline parentale. Ils allaient donner à l'enfant désobéissant une leçon qu'il n'oublierait jamais. Et ils n'avaient absolument aucune idée que j'avais déjà remis les lourdes clés en laiton à quelqu'un d'autre. Ils chargeaient leurs armes pour une bataille massive qui était déjà complètement terminée. Ils marchaient aveuglément vers un champ de mine où les seules personnes qu'ils pouvaient faire exploser étaient eux-mêmes. La nuit qu'ils ont finalement choisie pour exécuter leur brillant plan directeur était un mardi sans lune, d'une obscurité suffocante. Une épaisse et lourde couverture de nuages couvrait le ciel, avalant la faible lumière des lampadaires. C'était la scène théâtrale parfaite pour ce qu'ils s'apprêtaient à faire. J'ai reconstitué toute cette séquence d'événements à partir des rapports de police extrêmement détaillés, des dépositions de témoins et des horribles photos de la scène de crime que je verrai plus tard. Ils ont garé le lourd VUS de Harland à un pâté de maison et ont marché jusqu'au 114 Willow Creek Drive. Leurs silhouettes englouties par l'obscurité de la banlieue. Ils formaient un trio terrifiant et pathétique. Mon père, Harland, le visage figé dans un masque sinistre et en sueur de fureur juste, portait une énorme et lourde masse en fer. Ma mère, Deline, sa mentalité habituelle de fausse victime caillée en une résolution dure, amère et vengeresse, serrait fermement un lourd pied de biche en acier. Et puis il y avait Lurin, le précieux enfant prodige pour qui toute cette folie était faite. Il traînait prudemment derrière eux, armé d'une batte de baseball en aluminium massif, les yeux écarquillés d'un mélange pathétique de lâcheté et d'adrénaline. Ils se sont faufilés à l'arrière de la maison, se déplaçant à travers le jardin que j'avais passé d'innombrables week-ends à cultiver. Ils se sont approchés de la grande porte coulissante en verre du salon. Parce qu'ils avaient vu la tondeuse casser et les pots de peinture par la fenêtre du garage, ils ont supposé que j'y vivais encore, mais que j'étais soit endormi à l'étage, soit en voyage d'affaires. Il ne leur est jamais venu à l'esprit, arrogant comme ils l'étaient,
qu'un être humain complètement différent pouvait dormir à l'intérieur. Harland a pris le pied de biche des mains de Deline. Avec un grognement lourd et tendu d'effort, il a enfoncé profondément le métal entre la porte vitrée et le cadre en bois. La serrure coûteuse a cédé et s'est brisée avec un craquement écœurant et fort de bois qui se fend. La porte a glissé. Pendant quelques secondes tendues, ils sont restés là dans le noir, respirant lourdement dans le silence soudain et profond du salon. Et puis ils se sont mis au travail. Ce n'était pas un cambriolage. C'était une violation violente et émotionnelle. C'était un acte de rage pure, non dilué et sauvage. Harland a balancé la lourde masse comme un bourreau médiéval, l'abattant directement au centre du téléviseur à écran plat massif de 80 pouces qui se trouvait au-dessus de la cheminée. Des étincelles ont volé de toutes parts, et l'écran coûteux a implosé avec un grand boom creux, faisant pleuvoir du verre noir partout. Ce téléviseur ne m'appartenait pas. Il avait appartenu au défunt mari de Madame Kreza. C'était l'un des très rares objets sentimentaux qu'elle avait emportés de son ancienne maison familiale. Deline, une femme qui passait habituellement ses journées à arranger des fleurs artificielles et à se plaindre de son arthrite, a pris le pied de biche pour s'attaquer à la lourde table basse en verre. Elle a abattu l'acier encore et encore, réduisant l'antiquité coûteuse en un tas scintillant et dangereux d'éclats tranchants. Elle a arraché de magnifiques photographies encadrées des murs. Des photos des enfants souriants et des petits-enfants rieurs de Madame Kreza. Deline les a jetées sur le parquet, piétinant violemment les cadres en bois avec une énergie furieuse et démente que je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle possédait. L'Ursin, mon frère pathétique et lâche, qui était censé craindre pour sa vie à cause de la mafia, a balancé sa batte en aluminium sauvagement sur les lampes en céramique, les vases délicats, les fenêtres, tout ce qui pouvait se briser. Chaque grand fracas, chaque éclatement violent était une libération physique de son profond dégoût de lui-même, entièrement redirigé vers les objets inanimés qu'il croyait être les miens. Il détruisait avec joie les symboles physiques d'une vie réussie que j'avais bâtie entièrement sans son aide. Une vie qu'il enviait profondément et détestait farouchement à parts égales. Ils ont arraché les rideaux épais. Ils ont utilisé la masse pour briser l'îlot de cuisine. Ils ont lacéré les coussins en cuir coûteux du canapé. En moins de 15 minutes, ma famille avait réussi à réduire le sanctuaire chaleureux et paisible d'une veuve de 78 ans en une zone de guerre chaotique et scintillante. Le coût total des dommages matériels, estimeraient plus tard les experts en assurance, s'élevait à environ 75 000 $. Mais ils avaient fait une énorme erreur de calcul fatale. Madame Kreza avait le sommeil incroyablement léger. Son mari avait été terriblement malade pendant de nombreuses années avant de décéder, et elle s'était profondément habituée à se réveiller instantanément au moindre bruit. Elle était allongée dans sa chambre principale à l'étage, lisant un roman, quand elle a entendu le son indubitable et terrifiant de verres brisés venant du rez-de-chaussée. Son cœur a bondi dans sa gorge, mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas paniqué. Des années à rester calme dans les crises médicales lui avaient appris exactement comment gérer les urgences. Elle est sortie silencieusement de son lit, a attrapé son téléphone portable sur la table de chevet et s'est enfermée dans la lourde salle de bain principale. Ses doigts ne tremblaient que légèrement lorsqu'elle a composé le 911. Il y a des intrus dans ma maison, a-t-elle murmuré au répartiteur d'urgence, sa voix incroyablement stable malgré la terreur absolue qu'elle devait ressentir. Je suis au 114 Willow Creek Drive. Ils sont en bas en ce moment. Ils détruisent tout violemment avec des marteaux. Alors que ma famille poursuivait son saccage violent et en sueur, complètement alimenté par une rage toxique qu'il pensait parfaitement justifiée, 3 voitures de police filaient déjà silencieusement à travers les rues sombres de la banlieue. Leurs sirènes étaient éteintes, leurs gyrophares clignotaient, convergeant rapidement vers la maison tranquille qui était soudainement devenue une scène de crime majeur. Je suis arrivé au poste de police de Lakewood juste au moment où le soleil commençait à tacher le ciel oriental d'une nuance de gris pâle et maladif. La police m'avait retrouvé grâce à l'immatriculation de mon véhicule, après que Harland ait continué à crier mon nom pendant son arrestation. Les 4 heures de route depuis Austin avaient été un flou chaotique de lignes d'autoroute sombres, de mauvais cafés de station-service et des battements de mon propre cœur. L'agent Ramirez m'a accueilli à l'entrée principale du commissariat. « Merci d'être venu si vite, Weston », a-t-il dit, le visage grave et épuisé. « Où sont-ils » ai-je demandé, ma voix rauque et entièrement dépourvue de chaleur. « Ils sont dans une salle d'interrogatoire, au fond du couloir », a-t-il dit avec un lourd soupir de sous-estimation professionnelle. Ils ne sont pas très coopératifs du tout. Votre père n'arrête pas d'exiger que nous vous fassions venir ici pour régler ce malentendu majeur.
Il pense légitimement que vous allez simplement agiter une baguette magique et faire disparaître ces accusations criminelles. Il m'a conduit dans un couloir stérile et vivement éclairé qui sentait l'eau de javel et la cire à bas prix. Nous nous sommes arrêtés devant une porte lourde avec un grand miroir sans teint. J'ai regardé à travers la vitre et ils étaient là, ma famille toxique. Ils étaient assis autour d'une table en métal froid, l'air incroyablement petit, débraillé et complètement pathétique sous les dures lumières fluorescentes. Les jointures de Harland étaient éraflées et légèrement ensanglantées à force de balancer la masse. Les cheveux parfaitement coiffés de Deline étaient un désordre chaotique et emmêlé, et des traînées sombres de mascara tachaient ses joues pâles et affaissées. L'urin se balançait d'avant en arrière sur sa chaise en métal, se rongeant agressivement l'ongle du pouce, ressemblant exactement à un petit garçon terrifié qui venait de se faire prendre à voler des bonbons. La propriétaire, Madame Creza, porte plainte pour l'intégralité des faits, a dit doucement l'agent Ramirez à côté de moi, brisant le silence. Effraction, vandalisme, destruction malveillante de biens. Étant donné la valeur massive des dommages, 75 000 $, il risque une peine de prison ferme très sérieuse. Sans parler de la lourde poursuite au civil qu'elle prévoit déjà d'engager. Ils vont avoir besoin d'un avocat de la défense très, très cher. Un avocat. Le mot pesait lourdement dans l'air froid. Le genre exact de problème coûteux et stressant que l'on attendait autrefois de moi que je résolve pour eux. Ils veulent vous parler, a dit Ramirez en me regardant attentivement. Voulez-vous y aller? Oui, ai-je dit sans une seconde d'hésitation. Absolument. L'agent a ouvert la lourde porte et m'a conduit dans la pièce glaciale. Au moment même où leurs yeux se sont posés sur moi, une vague massive de soulagement visible a envahi leur visage fatigué, ce qui a été instantanément suivi par leur vague toxique habituelle de blâme et de droit. Weston, Dieu merci, tu es là, s'est écrié Deline, essayant de se lever pour se précipiter vers moi. Un agent dans le coin l'a doucement mais fermement repoussé sur sa chaise en métal. Dis-leur, Weston. Dis à ces stupides agents que tout cela n'était qu'un énorme malentendu familial. Il n'y a pas de malentendu ici, maman, ai-je dit en gardant mes distances. Ma voix était aussi froide et dure que le sol en béton sous mes bottes. Harland a violemment frappé sa main et raflé sur la table en métal, faisant sursauter l'urin. Tout ça, c'est de ta faute, a rugi Harland, son visage se tordant à nouveau dans cette rage familière et laide. Tout ça, c'est de ta faute. Si seulement tu avais été un bon fils obéissant et que tu avais vendu cette fichue maison pour aider ton frère, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. On essayait juste de te donner une leçon de respect. Une leçon, ai-je répété lentement, laissant le mot rouler dans la pièce silencieuse. Ma voix était dangereusement calme. Une leçon sur quoi, exactement, Harland? Comment détruire violemment une propriété comme une bande d'animaux sauvages? Comment terroriser une veuve âgée au milieu de la nuit? Elle n'était pas censée être là, gémit l'urin depuis son coin sombre, des larmes coulant enfin sur son visage. On pensait que la maison était totalement vide. Vous pensiez que ma maison était vide, les yeux corrigés, le fixant du regard jusqu'à percer son crâne. J'ai laissé le lourd silence s'étirer pendant un long et angoissant moment, observant lentement leur visage confus et arrogant. J'avais attendu 5 longues années pour ce moment précis. 5 ans à être le méchant désigné dans leur récit tordu et délirant. C'était enfin à mon tour d'écrire la fin. Harland a bombé le torse, essayant désespérément de retrouver un pathétique semblant de son ancienne autorité patriarcale. J'ai absolument le droit d'être dans la maison de mon propre fils si je le veux. J'ai payé la moitié des meubles de ce salon, de toute façon. Il mentait, bien sûr. Il ne m'avait jamais donné un seul centime de toute ma vie d'adulte. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai laissé un petit sourire, incroyablement froid, effleurer les coins de mes lèvres. Et puis j'ai porté le coup de grâce, final et dévastateur. C'est là le plus gros problème, Harland, ai-je dit, ma voix parfaitement claire et entièrement stable. Chaque mot était une balle parfaitement ciblée. Ce n'est pas ma maison. Harland a cligné rapidement des yeux, sa posture agressive s'effondrant. De quoi diable parles-tu? Ce n'est pas ma maison, ai-je répété lentement, savourant profondément chaque milliseconde de l'instant. Je l'ai vendue il y a 3 semaines. La femme que vous venez de terroriser brutalement, la femme dont vous venez de fracasser pour 75 000 $ de biens avec une masse, est la propriétaire légale. Vous n'êtes pas entré par effraction chez moi pour me donner une leçon. Vous êtes entré par effraction dans la maison d'une parfaite inconnue.
La couleur restante s'est instantanément drainée de tout leur visage. La bouche de Harland s'est ouverte et fermée silencieusement comme un poisson mourant suffocant sur la terre ferme. Deline a poussé un petit halètement aigu et étranglé, ses mains volant pour couvrir sa bouche. Lurin me fixait simplement, les yeux écarquillés d'une horreur naissante et absolument incompréhensible. Le fondement entier de leur juste colère toxique, la justification pathétique complète de leur acte criminel violent, s'est effondré en poussière en une seule seconde. Ils n'avaient pas puni leur fils désobéissant. Ils avaient commis un crime aléatoire, insensé et hautement illégal contre une femme innocente et riche. Et leur distributeur de billets personnels n'allait pas les sauver cette fois-ci. Si vous aimez cet incroyable moment de karma instantané autant que moi, veuillez prendre une seconde pour écrire le mot « terminé » dans les commentaires ci-dessous. C'est le code spécial pour tous les spectateurs incroyables qui sont arrivés jusqu'ici dans l'histoire. Je lirai, mettrai un cœur et répondrai personnellement à chaque commentaire contenant ce mot-clé. Merci beaucoup de regarder. Voyons maintenant exactement combien cette leçon leur a coûté. Les conséquences juridiques et financières de cette nuit ont été incroyablement rapides et absolument brutales. Le fantasme délirant de ma famille, selon lequel j'engagerais un avocat magique pour tout arranger, s'est complètement évaporé dans la réalité dure et impitoyable du système de justice pénale. Ils n'avaient plus affaire à leur fils soumis et décevant. Ils avaient affaire au procureur en colère de l'État de l'Aquehoud. Madame Creza, bien que physiquement secouée par cette épreuve terrifiante, était incroyablement résolue. Ce n'était pas une femme naturellement vengeresse, mais elle croyait fermement aux conséquences strictes. Son défunt mari avait été juge d'entreprise, et elle était farouchement déterminée à mener ce processus jusqu'au bout. Elle a immédiatement engagé un avocat, un homme vif, terrifiant de compétences et pragmatique nommé Alaric, qui n'a pas perdu une seconde pour déposer une énorme poursuite au civil contre Harland, Deline et Lurin pour la totalité des 75 000 $ de dommages matériels, plus une somme supplémentaire pour détresse émotionnelle grave. Face à la montagne écrasante et indéniable de preuves matérielles, leurs empreintes digitales littéralement partout sur la masse et le pied de biche, l'appel au 911 enregistré de Madame Creza, et leurs propres aveux idiots enregistrés dans la salle d'interrogatoire où ils parlaient de donner une leçon à leur fils, leur avocat commis d'office, épuisé, leur a conseillé d'accepter n'importe quel accord de plaidoyer qu'ils pourraient obtenir. S'ils allaient au procès, ils risquaient jusqu'à 10 ans de prison d'État. Le procureur, ayant une once de pitié pour l'âge de Harland et Deline et leur casier judiciaire vierge, a proposé un accord très strict. Ils devaient plaider coupables de vandalisme et d'intrusion criminelle. Ils recevraient 5 ans de probation sous haute surveillance, des séances hebdomadaires obligatoires de gestion de la colère, et ils étaient légalement tenus de payer une restitution financière complète et initiale à Madame Creza dans les 60 jours. S'ils manquaient le paiement, la probation serait instantanément révoquée et ils iraient directement en prison. Restitution complète et initiale, 75 000 $, plus leurs propres frais de justice croissants. Ils ne l'avaient tout simplement pas. Leurs économies de retraite avaient été complètement vidées par Lurin des années auparavant. Ils n'avaient absolument aucune réserve de liquidité. Il ne leur restait qu'un seul et unique bien dans le monde entier. Leur propre maison. La maison où j'avais grandi, la maison où j'avais été ignoré et rabaissé pendant 3 décennies. Il n'y avait absolument aucun autre choix. Ils ont été légalement contraints de la mettre sur le marché. Le processus de vente a été une braderie profondément humiliante et frénétique. Parce qu'ils couraient contre la montre des 60 jours imposés par le tribunal, ils ont dû accepter la toute première offre au comptant, agressive et au rabais, qu'ils ont reçue. Après avoir remboursé le reste de l'hypothèque, la commission de l'agent immobilier, les honoraires de leur avocat commis d'office et l'énorme chèque à l'avocat impitoyable de Madame Creza, mes parents se sont retrouvés avec presque rien. Et puis, au milieu de cet effondrement financier chaotique et dévastateur, est venue l'ironie finale et amère. Le deuxième rebondissement majeur qui a complètement déchiré ce qui restait de ma famille. Sous la pression intense de la procédure judiciaire, et face à la réalité de se retrouver sans abri, Lurin a finalement craqué et a avoué la vérité absolue sur sa dette massive. Il n'y avait pas de mafia clandestine. Il n'y avait pas de syndicat violent menaçant de lui casser les jambes ou de le tuer. L'urgence terrifiante de vie ou de mort avait été une fabrication complète et totale. La dette de 300 000 $ était due à une société d'investissement légitime, bien qu'agressive, et à plusieurs membres de la famille crédule, y compris mon oncle traître. La société d'investissement menaçait simplement d'intenter une poursuite civile standard, ce qui ruinerait la cote de crédit de Lurin et le forcerait à déclarer faillite.
Absolument personne n'allait lui faire de mal physiquement. Brie, la femme douce, silencieuse et encourageante, avait complètement fabriqué le scénario de la fausse mafia violente. Elle savait que ma mère, Deline, paniquerait à l'idée que son enfant prodige soit blessé physiquement. Brie avait intentionnellement instrumentalisé les émotions de mes parents, créant une fausse urgence terrifiante pour me forcer la main et voler la valeur nette de ma maison. Quand Harland a finalement entendu cette confession, assis dans les ruines du salon qu'ils étaient sur le point de perdre pour toujours, quelque chose au fond de son cerveau a finalement cédé. La dévotion aveugle et inconditionnelle qu'il avait toujours eue pour son enfant prodige s'est instantanément brisée en 1 million de morceaux. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais mon cousin m'a dit que la dispute avait été absolument légendaire. Toutes les longues années où Harland avait aveuglément permis les échecs de Lurin ont abouti à une confrontation physique violente et explosive qui s'est terminée par l'intervention de la police à leur domicile une seconde fois. Mais la vérité est apparue bien trop tard. Les dommages juridiques étaient déjà permanents. Quand la poussière est finalement retombée, Briani a immédiatement demandé le divorce, prenant les quelques miettes d'argent que Lurin avait laissées et l'abandonnant complètement. D'un coup, mes parents se sont retrouvés sans abri, complètement fauchés et irrévocablement brisés. La maison qu'ils avaient si violemment détruite dans une tentative désespérée de me forcer à vendre la mienne leur avait directement coûté la leur. C'était une symétrie parfaite, terrible et magnifique. Exactement une semaine avant qu'Alohan et moi ne devions finaliser l'achat de notre propre et belle nouvelle maison à Austin, mon téléphone portable a vibré sur le comptoir de la cuisine. C'était un numéro inconnu, mais un profond instinct dans mes tripes m'a dit exactement qui était à l'autre bout du fil. Je l'ai décroché, regardant par la fenêtre le soleil éclatant du Texas. Weston, ai-je répondu, ma voix parfaitement neutre. C'était la voix de ma mère, mais c'était un son complètement différent de tout ce que j'avais jamais entendu d'elle. Elle était entièrement dépouillée de tout son droit toxique, de toute sa colère passive-agressive, de toute sa manipulation sans fin. Elle était juste creuse. Elle sonnait comme une grotte vide et résonnante. « Salut, Weston » a murmuré Deline, sa voix tremblant légèrement. « Nous avons perdu la maison aujourd'hui. La vente finale a été conclue ce matin. Les nouveaux propriétaires nous forcent à avoir déménagé complètement d'ici la fin du mois. » J'en ai entendu parler, ai-je dit. Il y a eu une longue et angoissante pause sur la ligne. Je pouvais clairement l'entendre prendre une inspiration tremblante, luttant désespérément pour retenir ses larmes. « Ton père ne va pas bien, Weston » a-t-elle continué, le désespoir transperçant sa voix. Il n'est plus le même depuis la nuit au poste de police. Il parle à peine à qui que ce soit. Il reste juste assis dans son fauteuil usé et fixe le mur d'un air vide. Il ressemble à un homme profondément brisé, incroyablement vieux. Lurin vit sur le canapé d'un ami. Nous n'avons absolument nulle part où aller. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai ressenti une minuscule et brève lueur de quelque chose au fond de ma poitrine. De la pitié, peut-être. Une empathie humaine tout à fait naturelle pour la souffrance. Mais cette petite lueur a été instantanément éteinte par le souvenir vif et brûlant du visage de Harland, tordu de pur élédrage alors qu'il martelait ses poings lourds contre ma porte d'entrée, exigeant que je sacrifie mon avenir. « Nous avons fait une énorme erreur, Weston » a-t-elle murmuré. Et maintenant, les sanglots lourds commençaient enfin. Une erreur terrible, horrible. Je vois tout si clairement maintenant. Brie nous a menti. Nous avions juste si incroyablement peur pour la vie de Lurin. Nous ne réfléchissions pas du tout. Je suis tellement désolé pour tout. C'étaient les excuses ultimes que j'avais désespérément attendues pendant les 29 premières années de ma vie. Et maintenant qu'elles étaient enfin là, flottant à travers le haut-parleur de mon téléphone, elles ne signifiaient absolument rien pour moi. Parce qu'elles n'étaient pas nées d'un remords sincère. Elles étaient nées d'un pur désespoir financier. Ils n'étaient pas vraiment désolés de la façon dont ils m'avaient traité. Ils étaient seulement désolés de la terrible façon dont leurs actions s'étaient retournées contre eux. « Je dois vraiment retourner au travail, maman » ai-je dit, me préparant à mettre fin à l'appel. « Attends » s'est-elle écriée, sa voix montant brusquement dans une panique pure. « S'il te plaît, Weston, ne me raccroche pas au nez. Nous n'avons absolument plus rien. Harland ne peut pas retourner travailler avec ses mauvais genoux. Peux-tu s'il te plaît nous aider? Juste un peu d'argent pour nous aider à trouver un petit appartement bon marché. S'il te plaît, Weston. Nous sommes ta famille. Nous sommes ton sang. » Et voilà,
enfin. La vraie raison de cet appel téléphonique humiliant. Même après avoir complètement détruit leur propre vie en essayant de ruiner la mienne, ils tendaient encore leurs mains avides dans mes poches. Notre relation s'est complètement terminée il y a 5 ans, maman, ai-je dit. Ma voix était incroyablement douce, mais elle était absolument terrifiante de finalité. Je n'étais plus l'enfant effrayé cherchant leur approbation. Je détenais le pouvoir absolu, et je choisissais de partir. La nuit où toi et Harland m'avez hurlé de donner à l'urin les économies de ma vie où je n'étais plus votre fils, j'ai pleinement accepté ces termes exacts. Tout ce qui vous arrive en ce moment, les arrestations, les poursuites, la perte de votre maison, ce ne sont que les derniers papiers en cours de traitement. Je pouvais l'entendre gémir à l'autre bout du fil, un son désespéré, sans espoir, entièrement brisé. Je vous souhaite bonne chance, ai-je dit. Et je le pensais sincèrement, d'une manière très détachée et clinique. Je ne leur souhaitais plus activement de mal. Je ne leur souhaitais juste rien du tout. Ils étaient entièrement effacés de mon équation. Au revoir, Deline. J'ai mis fin à l'appel, bloqué définitivement le nouveau numéro et posé le téléphone sur le comptoir. Je ne ressentais absolument rien. Juste un calme profond, profond et magnifique. La guerre était officiellement terminée. J'avais gagné. 6 mois plus tard, Alohan et moi nous tenions ensemble sur le large porche en bois de notre toute nouvelle maison de 2 étages à Austin. L'air du soir texan était chaud, et les énormes chênes de notre jardin projetaient de belles et longues ombres sur l'herbe verte. Tout le processus d'achat de cette maison avait été incroyablement fluide, une expérience joyeuse et partagée qui était l'opposé absolu du cauchemar toxique que ma famille m'avait fait subir. Nous n'avions même pas eu besoin de toucher à l'énorme pile d'argent de la vente de la maison de Willow Creek pour notre acompte. Mon nouveau salaire de directeur, combiné aux revenus d'Alohan en tant que chirurgienne, l'avait plus que largement couvert. L'argent de mon ancienne maison était maintenant tranquillement placé sur un compte d'investissement à haut rendement, se transformant paisiblement en un énorme pécule pour nos futurs enfants. Le grand camion de déménagement venait de partir, et notre nouveau salon était rempli de lourds cartons. C'était un joyeux désordre de nos 2 vies indépendantes fusionnant enfin complètement en une seule. Alohan a doucement posé sa tête contre mon épaule, enroulant ses bras autour de ma taille. Elle a regardé le grand jardin où nous prévoyions déjà de construire une balançoire en bois. C'est absolument parfait, Weston, a-t-elle soupiré, contente. Ça l'est vraiment, ai-je convenu en l'embrassant sur le dessus de la tête. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai réfléchi profondément au mot « famille ». Pendant la majeure partie de ma vie, cela avait été un gros mot, profondément associé à une lourde obligation, à une culpabilité constante et à un poids écrasant et suffocant. Pour mes parents, la famille signifiait simplement sacrifier mes propres besoins de base pour les désirs stupides et sans fin de l'urin. Cela signifiait que mon succès durement gagné n'était jamais vraiment le mien, mais une ressource commune à exploiter violemment chaque fois que l'enfant prodige échouait. M'éloigner de Harland et Deline a été la décision la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais prise dans ma vie. Cela m'a appris une vérité vitale et inébranlable. Parfois, la famille que vous choisissez activement de construire, les amis fidèles qui se tiennent à vos côtés dans l'obscurité, et le partenaire aimant qui vous élève constamment sont bien plus réels et bien plus vitaux que les personnes toxiques qui partagent simplement votre ADN. Ma vraie famille, maintenant, c'était Alohan. C'était le bel avenir que nous allions créer ici même, à l'intérieur de ces murs sûrs. J'ai baissé les yeux vers son visage rayonnant d'espoir pur et d'amour inconditionnel. Et j'ai ressenti un profond et immense sentiment de gratitude totale. Le voyage avait été incroyablement brutal. Les cicatrices psychologiques étaient bien réelles. Mais toute cette douleur m'avait mené directement ici, sur ce porche, à elle. Nous sommes enfin à la maison, ai-je dit doucement dans l'air du soir. Plusieurs de mes parents éloignés m'ont envoyé des messages méchants, me traitant de monstre sans cœur pour avoir laissé mes propres parents âgés à la rue sans un sou alors que j'ai beaucoup d'argent de côté. Ils disent que la famille, c'est la famille, quels que soient les crimes qu'ils commettent contre vous. Mais je ne pense absolument pas avoir tort de protéger ma propre paix. Qu'en pensez-vous? Aurais-je dû donner à mes parents une dernière chance de se racheter après qu'ils aient absolument tout perdu? Ou avais-je complètement raison de m'éloigner et de les laisser à leur karma? Faites-moi part de votre opinion honnête dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté mon histoire aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce voyage de vengeance silencieuse, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire incroyable.
Restez fort, protégez votre paix, et je vous verrai dans la prochaine.